Isoline l'amoureuse, chapitre 1. Je l'observais depuis qu'il était entré dans mon secteur de la forêt. C'était un noble, cela se voyait à sa jaune pelisse en fourrure qui le protégeait du vent de ce début novembre et à l'épée qui pendait à son côté. Il était seul, je décidai de tenter ma chance. Je sortis silencieusement des fourrés et me positionnai un peu plus loin sur le chemin de façon à être sur son passage. Quand il arriva, je baissai la tête avec en signe d'humilité et tendis la main dans le geste traditionnel de mendicité. Il arrêta son cheval et m'observa. Regarde-moi, petite. Il avait une voix profonde et grave, mais douce. Je relevai la tête. Il était très beau. Il avait des cheveux gris et des rides, mais son visage et son allure dégageaient une impression de force. Ses yeux bleus transperçaient ce qu'il regardait, et il avait l'air si triste. Le duc de Belfront examina son interlocutrice. Elle était aussi maigre qu'un chat des rues. Elle portait plusieurs chemises et jupes empilées et déchirées qui ne masquaient pas grand-chose d'un corps qui aurait été de rêve s'il avait été un peu remplumé. Elle avait des pieds nus. Ses cheveux emmêlés formaient une épaisse liasse jusqu'à ses reins et dessous il y avait un ravissant minois avec des yeux verts piqués d'or comme des pierres précieuses et loin sous l'humilité apparente, une lueur de fierté y brillait. « Qu'est-ce que tu fais là toute seule ?» Je rebaissai la tête. Ce n'était pas que je voulais pas faire la causette avec lui, mais j'avais vraiment faim et je voulais savoir s'il allait me donner quelque chose. Pitié, monseigneur, à manger ou quelques piécettes. Le duc fut étonné quand la sauvageonne ouvrit la bouche. Elle avait une diction claire et mélodieuse, pas comme ces paysans qui avalaient la moitié de ce qu'ils disaient. Si on faisait abstraction de sa tenue et de ce qu'elle demandait, on aurait cru entendre parler une dame. Il se pencha vers ses fontes et en sortit un quart de jambon salé, un gros fromage et une miche de pain. J'avais rarement vu autant de nourriture d'un coup, sauf aux fêtes du village où nous n'allions pas très souvent avec ma mère. J'en salivais. Il me tendit les victuailles que je m'empressai de prendre et de garder serrées contre moi. Merci, monseigneur, Dieu vous le rendra. Tu as de la famille? Je secouai négativement la tête. J'avais hâte de rentrer dans ma cabane, mais je ne pouvais pas le planter là avec tout ce qu'il m'avait donné. Des compagnons, reprit-il. Non, monseigneur. Et tu n'as pas peur de vivre toute seule dans la forêt? Je haussai les épaules. Je n'avais pas vraiment le choix et n'étais pas dénué de certains moyens de défense. Mais cela, il n'avait pas besoin de le savoir. J'ai l'habitude. Comment t'appelles-tu? Isoline, monseigneur. Très bien, Isoline, je reviendrai te voir. Tu es toujours par ici? Souvent. Bonne journée, Isoline, porte-toi bien. Soyez béni, monseigneur. Dès qu'il fut parti, je me précipitai vers ma cabane en prenant soin d'effacer mes traces en y allant. Je préférais qu'on ne me trouve pas. C'était une cabane délabrée, dont le toit était fait de branchages qui laissaient passer l'eau. Il arrivait souvent que je me réveille trempée. J'y avais rassemblé mes quelques possessions, des ustensiles à peine cabossés, trouvés sur des campements désertés, les potions et les onguents que je fabriquais avec des plantes de la forêt et le livre de ma grand-mère, c'était tout ce qu'il me restait d'elle. Je m'allumai un feu. Dieu merci, je ne manquais pas de bois et je n'avais pas besoin d'allumettes ou de briquets. J'avais même récupéré une vieille hache émoussée, sans doute abandonnée par un bûcheron, avec laquelle j'arrivais à me tailler de petites bûches. Je m'installai à ma table, une planche de bois posée sur un monticule de terre, et sortis mon couteau. Je me taillai une bonne part de pain et quelques tranches de jambon. J'avalai les premières avec gloutonnerie, puis je pris le temps de savourer. L'essentiel de mes repas était constitué de fruits et légumes de la forêt.
Je ne chassais pas ayant de la répugnance à tuer les animaux. Pour le reste, je mangeais ce que j'arrivais à mendier auprès des rares voyageurs qui s'aventuraient dans ce coin perdu de la forêt. Autrement dit, je n'avais pas tous les jours le ventre plein. Je dégustais une part de fromage, puis rangeais les restes de mon festin. J'avais bricolé un trou recouvert d'une planche, elle-même testée d'une pierre, pour mettre à l'abri des animaux mes rares provisions. Ce qui me manquait le plus dans la forêt, à part la nourriture et avoir chaud, c'était une compagnie. Avant, j'avais toujours ma grand-mère disponible pour discuter. Maintenant, je me sentais si seule. Parfois, j'inventais des dialogues imaginaires avec quelqu'un qui serait mon ami. Mon estomac, un peu rassasié, m'incitait à la somnolence. Je m'allongeai sur mon grabat, une clé de bois recouverte de paille et d'une mince couverture, et me blottis dessous. Honnêtement, il n'y avait pas grande différence entre avec et sans la couverture, mais moralement c'était réconfortant. Le monseigneur m'avait dit qu'il reviendrait. Peut-être qu'il m'amènerait encore à manger. Avec ce qu'il m'avait laissé, je pouvais tenir 2 jours en faisant attention. Il avait l'air très gentil et n'avait pas essayé de troquer ses vivres contre des avantages en nature, ce qui était fréquent chez beaucoup d'hommes parmi ceux que je croisais. Je dis une petite prière de mon cru, je n'en connaissais pas de vrai, pour les âmes de ma mère et de ma grand-mère, et je m'assoupis. À Califourchon, sur la branche en hauteur d'un arbre, je surveillais la route. Le monseigneur n'était pas venu, ni hier, ni avant-hier, ni le jour d'avant. Peut-être qu'il m'avait dit qu'il reviendrait comme ça, sans le penser vraiment, et moi, triple idiote, je l'avais cru parce qu'il était doux et généreux. Une silhouette de cavalier se profila sur le sentier. D'aussi loin, je ne pouvais pas voir si c'était lui, mais je l'espérais. J'attendais jusqu'à être sûr que c'était bien le monseigneur, alors je dégringolai de mon arbre et allai me poster sur le chemin. Isoline, j'espérais bien te trouver. Je fus étonné qu'il se souvienne de mon nom. Pour lui, je devais être perdu dans la foule d'aigus. Il mit pied à terre, je m'aperçus qu'il était très grand, et détacha une épaisse fourrure liée à l'arrière de son cheval. Il s'approcha de moi et me la posa sur les épaules. « Regarde-moi ça, reprit-il, tu trembles. » Le duc de Belfroid s'en voulut de ne pas être venu plus tôt. Elle était dans une telle détresse. Pourtant il y avait pensé, chaque jour, mais il avait trouvé des prétextes pour remettre au lendemain. C'est vrai que j'avais froid, mais j'y étais tellement habitué que je m'en apercevais même plus. Je passais mes doigts dans les doux poils soyeux du vêtement. Je n'avais jamais porté quelque chose d'aussi beau et chaud. Mais monseigneur, ce n'est pas un manteau pour vivre dans la forêt. Je suis entièrement d'accord avec toi. C'est pour ça que tu vas venir avec moi au château. Ne t'inquiète pas, tu auras ta chambre avec une grande cheminée pour avoir chaud et tu mangeras tout ce que tu voudras. Je le regardais méfiante, c'était trop beau pour être vrai. Et qu'est-ce que je devrais faire? Ce que tu voudras. Et si ça ne me plaît pas, je pourrais repartir. Oui, fais-moi confiance, petite. Tu as des affaires auxquelles tu tiens? C'était le paradis qu'il me proposait, même si une partie de moi se demandait ce qu'il attendait en échange. La mauvaise saison était arrivée et je ne savais pas comment j'allais passer encore un autre hiver. L'année dernière, j'avais attrapé une mauvaise grippe qui m'avait tenu couché pendant 1 semaine. Je n'avais pas pu aller mendier ou récolter à manger. J'avais cru mourir de faim. Je débattis intérieurement, puis je décidai de me fier à lui. Oui, je peux aller les chercher. Dans une jupe, j'emballai mes potions, mes onguents et mon précieux livre de recettes magiques que je tenais de ma grand-mère. Dans la famille, nous étions sorcières de mère en fille, mais ce n'était pas bien vu. Les gens du village étaient bien contents de nous trouver quand ils avaient besoin de nous, mais ils disaient le plus grand mal de ma famille jusqu'au drame. Je n'allais pas faire étalage de mon statut de sorcière devant le monseigneur, quelquefois que ça le contrarierait.
Quand je revins avec mon ballot, je m'attendais presque à ce qu'il soit reparti, mais il était toujours là. Il me tendit la main pour m'aider à monter à l'arrière de son grand cheval. Tu sais faire du cheval, Isoline? Non, monseigneur. Nous irons doucement alors, tiens-toi à moi. Je calai mon paquet entre nous deux et entourai sa taille de mes bras. Son corps était ferme et chaud. J'ai envie de me blottir contre lui. Il venait me sauver. Nous marchâmes au pas jusqu'à un château trapu que j'avais déjà vu une fois dans ma vie avec ma mère. Bien sûr, nous n'y étions pas rentrés, mais nous nous étions promenés dans la ville qui le jouxtait. Le duc de Belfroi ne savait pas exactement pourquoi il avait invité Isoline. Il l'avait fait comme ça, sur l'impulsion du moment. Bien sûr, elle l'avait attendri, mais il y avait d'autres pauvresses attendrissantes. Il ne pouvait pas toutes les recueillir. Mais pas toutes n'avaient parlé de dame dans une enveloppe de sauvageonne, ni cette étincelle fière dans le regard. À vrai dire, c'était la première fois qu'il en rencontrait une. Isoline, voici mon château. Je suis le duc de Belfroi, c'est là que nous allons. Nous traversâmes la ville avant d'atteindre le pont-levis et descendîmes de cheval dans la cour grouillante d'agitation. Des femmes passaient, chargées de paquets ou de seaux. Un forgeron se tenait à l'entrée de sa forge. Des hommes d'armes s'entraînaient. Des paysans allaient et venaient. Cela faisait 10 ans que je n'avais pas vu autant de monde d'un seul coup. Le duc interpella une des femmes, une blonde bien en chair, dégageant une impression d'autorité. Jehanne, voici Isoline, elle est mon invitée d'honneur. Vous lui donnerez la meilleure chambre d'amis et vous veillerez à ce qu'elle ait tout ce qu'il lui faut. Et pour commencer, faites-lui monter un bain. Isoline, Jehanne est l'intendante du château. Si tu as besoin de quoi que ce soit, tu lui demandes. Bien, monsieur le duc, répondit Jehanne. Tu connais les bains, Isoline? Oui, monseigneur. Une fois avec ma mère, nous sommes allés aux étuves publiques. Et tu as aimé l'expérience? J'ai adoré. C'était chaud et ça sentait bon. Il sourit pour la première fois. Cela effaçait un peu la tristesse de son visage. Eh bien, tu vas pouvoir te faire une seconde opinion. Viens, je vais t'amener à ta chambre. Au premier étage, il me fit entrer dans une grande pièce garnie d'un énorme lit recouvert de fourrure qui avait l'air on ne peut plus confortable, d'une cheminée monumentale, d'un secrétaire et sa chaise, et de plusieurs coffres. Voilà, reprit-il, tu es chez toi. Merci, monseigneur. Arrête de m'appeler monseigneur, appelle-moi Thierry tout simplement. Bien, monseigneur Thierry. Il soupira et changea de sujet. Dans ces coffres, tu as des robes. Tu peux les mettre, ce sera mieux que tes haillons. C'est vrai que je faisais triste figure sous ma somptueuse fourrure que je n'avais pas quittée même à l'intérieur pour me protéger du froid, et par honte de ce que je portais dessous. Tous mes vêtements les uns sur les autres complètement déchirés, qui faisaient vraiment misérable. Alors que les gens de ce château étaient tous bien vêtus. Un bruit dans le couloir signala l'arrivée de la baignoire. On alluma la cheminée et on posa le baquet juste devant. Puis vint une nourrière de servantes qui le remplirent d'eau chaude. Dès que tout le monde eut quitté la pièce, je me déshabillai et me plongeai avec délice dans le bain. Faire sa toilette était une chose qui n'était pas facile en forêt. Encore l'été, je pouvais me laver à un ruisseau qui coulait près de ma cabane, mais l'hiver, le ruisseau gelait. J'avais reconverti une gamelle trouvée par terre en mini-bassine pour mes ablutions. Sur le bord de la baignoire, il y avait des petites brosses et des huiles qui sentaient bon. J'en mis un petit peu dans l'eau. Si ça continuait comme ça, j'avais eu la chance de ma vie en rencontrant le duc. Il voulait que je l'appelle Thierry, mais ça m'était tout à fait impossible. Je ne pouvais pas franchir la barrière des classes sociales comme cela. Je me demandais quand même ce qu'il me voulait. Personne ne faisait rien pour rien. Mais je ne voyais pas du tout. Il n'était pas du tout empressé avec moi, même plutôt distant. Tant pis, je décidai de profiter du moment présent et de jouir de cet inattendu et merveilleux bain. Je restai longtemps dedans. Je coupais mes ongles, plongeais mes cheveux dans l'eau pour les nettoyer et passais les doigts dedans pour commencer à les démêler. Je me frottais bien avec les petites brosses.
Une main prévenante avait posé les serviettes devant la cheminée pour qu'elles soient bien chaudes quand je sortirais. Je me séchai soigneusement, brossai longuement mes cheveux dont les boucles brunes me descendaient jusqu'aux reins et choisis une robe verte comme mes yeux dans un des coffres. J'examinai mon image dans le miroir. Je fus agréablement surprise par le résultat. Je ressemblais à une dame si on faisait abstraction de mes pieds nus. On frappa à la porte. C'est l'heure de dîner, madame. Monsieur le duc vous attend. On ne m'avait jamais appelé madame de toute ma vie. Isoline, la sorcière et toutes sortes de noms d'oiseaux, mais pas madame. Il allait falloir que je m'y fasse. J'arrive. Je suivis la servante jusqu'à une longue pièce meublée de tables et de bancs. Au mur, des tentures vertes et violettes, j'apprendrai plus tard que c'étaient les couleurs du duc, pendaient. Dans le fond de la salle, une autre table perpendiculaire surplombait l'assemblée. C'est là que le duc était installé devant une cheminée bien alimentée. Propre et bien habillée, elle était éblouissante, songea le duc. Viens, Isoline, m'appela-t-il en me montrant la place à côté de lui. Mais tu es ravissante, dit-il en m'examinant de la tête aux pieds. Tu n'as pas de chaussures? Rougissante, je fis non de la tête. Demain, je vais demander au chausseur de venir. Est-ce que ta chambre te convient? Il mettait tout cela à ma disposition et il s'inquiétait encore de savoir si ça me plaisait. Elle est magnifique, monseigneur Thierry. Mille merci. Et ton bain, c'était bien? Fabuleux. Tu sais, tu peux prendre autant de bains que tu veux, tu demandes simplement à la servante. C'est vrai? Même si je veux en prendre un autre demain, osais-je? Demain et tous les autres jours. Merci, monseigneur Thierry. Sur le tableau de la table, un rôti saignant et fumant nous attendait. Je n'avais pas eu souvent l'occasion d'en manger dans la forêt, et encore moins chaud. J'en bavais. Assieds-toi, je vais te servir. Un duc qui faisait lui-même le service, ça ne devait pas être courant, comme un duc qui invitait une sauvageonne à sa table. Il déposa dans mon assiette 2 belles tranches de rôti et une pleine louchée de haricots. Je me ruai sur la nourriture. Tu es affamé, dis-moi. Depuis quand n'as-tu pas mangé? J'ai fini vos provisions avant-hier. Et comment tu faisais quand personne ne te donnait rien? Je mangeais des noix et certaines racines, et puis les fruits en saison. Enfin, désormais tu n'auras plus faim. Monseigneur Thierry? Oui, petite. Pourquoi vous faites tout ça pour moi? Parce que tu m'as fait pitié dans ta forêt toute seule. Oui, mais vous auriez pu me proposer un travail au château ou quelque chose comme ça. Là, vous me traitez comme une princesse. Le duc ne savait pas pourquoi il agissait ainsi. Il savait seulement qu'il avait le besoin impératif de protéger cet enfant. Mais tu es une princesse, tu ne le sais pas, c'est tout. Cela n'avait aucun sens ce qu'il disait. Si j'avais été une princesse, j'aurais été au courant. Mais je n'allais pas le contrarier s'il voulait voir une princesse en moi. Je finis mon assiette. Tu en veux encore? J'approuvai chaleureusement. Alors raconte-moi comment tu t'es retrouvée à vivre toute seule dans la forêt. J'avais une histoire toute prête au cas où on me poserait la question. Il y a 10 ans, ma mère et ma grand-mère sont mortes dans un accident, et je n'ai pas pu rester dans la chaumière où on vivait. C'était une version très arrangée de la vérité. Et ça s'est passé où? À côté de Lusiane, répondis-je étourdiment. Un accident impliquant 2 femmes, ça ne me dit rien. Pourtant, Lusiane est sur mes terres. Il y a 10 ans, tu dis? J'aurais dû changer le nom de la ville. Dans quelques minutes, la vraie histoire allait lui revenir, et de quelques minutes de plus, il allait me mettre à la porte. Je me demandais si j'aurais le droit d'emmener mes affaires que j'avais en arrivant, et le beau manteau de fourrure. Je me battrais pour récupérer le livre de ma grand-mère. Ah oui, reprit-il, il y a eu des événements à Lusiane il y a 10 ans. 2 sorcières qui ont été brûlées. La troisième, la plus jeune, a disparu. On ne l'a jamais retrouvée. Il me regarda droit dans les yeux.
C'est dommage parce qu'elle aurait pu témoigner au procès que j'ai fait au meurtrier. Alors, jolie petite menteuse, que dis-tu de mon histoire à moi? Je me souvenais de ce jour-là comme si c'était hier. J'étais allée à la ville chercher de la cire pour ma grand-mère. Pendant mon absence, les hommes du village avaient investi notre chaumière, ligoté ma mère et ma grand-mère et les avaient brûlées sans procès. J'avais découvert le drame en rentrant à la nuit tombée, grâce à une voisine compatissante qui m'avait conseillé de fuir. J'étais passée à notre maison pour récupérer le livre de ma grand-mère et je m'étais sauvée aussi loin que j'avais pu. Je les avais haïs, ces hommes qui avaient supprimé 2 vies sans remords. Et un regret me hantait toujours. Si j'avais été là, j'aurais pu les empêcher. Je restai silencieuse un moment, puis « Vous les avez jugés ?»« Oui, petite, c'était un crime. »« Vous les avez condamnés ?»« Oui, à plusieurs années de prison. » Cela me mit du baume au cœur. « Qu'est-ce que vous allez faire de moi ?»« Ne t'inquiète pas, ce sera notre secret. Tu es à l'abri ici au château et je ne te mettrai pas dehors. Vous me gardez, monseigneur Thierry ?» Il prit mon manteau dans sa main et sourit. Il était encore plus beau quand il souriait. « À condition que tu m'appelles Thierry, marché conclu ?»« D'accord, Thierry, fis-je avec un effort. »« C'est bien. Tu es une vraie sorcière ou tu t'y connais juste en plantes ?» Je décidai que je pouvais être honnête avec lui. « J'ai des pouvoirs. Ma grand-mère m'avait toujours dit de ne pas parler de mes pouvoirs à n'importe qui. Les gens avaient peur de ce qu'ils ne connaissaient pas. Mais le duc n'était pas n'importe qui. Il venait de me prouver que je pouvais lui faire confiance. Il sourit amusé. Vraiment, quel genre de pouvoir? Je tendis la main vers lui, paume en l'air. Je créai une mini-tornade. Il approcha son doigt et fut surpris par la violence du vent. Je fis pleuvoir dans ma peau ma grosse goutte. Là encore il toucha. Puis j'allumai un petit feu. Il se brûla aux flammes. Enfin je fis naître un mini-éboulement. Il émita la terre entre ses doigts. C'est fabuleux, Isoline, tu as un grand talent. Tu sais faire tout ça en grand aussi? Oui, je commande au feu, à l'eau et à la terre et à l'air. Je peux faire plein de choses, fis-je naïvement. Ta mère et ta grand-mère aussi pouvaient faire ça? Pas comme moi. Elles pouvaient ranimer un feu sans souffler dessus, mais pas le créer. Moi, je peux faire venir les éléments. Fais-moi une démonstration. Tiens, allume un feu dans la cheminée vide là-bas. Je tendis la main, de petites flammes coururent le long de mes doigts, et une bonne flambée s'alluma dans l'âtre. S'il y avait du bois, dis-je, il durerait bien plus longtemps. Là, il n'a rien à manger, alors il va s'éteindre rapidement. Il attrapa un bol. Remplis-le d'eau, ordonna-t-il. Je mis ma main en coupe et en fis couler l'eau. Il prit mon menton entre ses doigts. Une de ces jours, petite, j'aurai peut-être besoin de ton aide. Me l'accorderas-tu? Vous avez ma parole, Thierry, et je ne manque jamais à ma parole. Tu es décidément pleine de surprises. Ma sauvageonne se transforme en princesse aux pieds nus, puis en sorcière avec l'honneur d'un chevalier. Connais-tu les oranges? C'est un fruit. Non, Thierry. Il faut l'éplucher comme cela. Il joignit le geste à la parole et me tendit des quartiers juteux. Une cascade de saveurs explosa dans ma bouche. J'en gémis de plaisir. Il éclata de rire. Inutile de te demander si ça te plaît. Je n'ai jamais rien mangé d'aussi bon, dis-je, la bouche pleine. Tu as quel âge, Isoline? 25 ans. Tu en avais donc 15 quand tu as perdu ta famille? Une chose m'étonne. Avec les pouvoirs que tu as, pourquoi ne t'es-tu pas vengé? Tu aurais pu réduire le village en cendres? J'y ai pensé beaucoup et souvent, surtout au début. Mais ma grand-mère aurait désapprouvé. Elle était contre la vengeance et la violence sous quelque prétexte que ce soit. Ta grand-mère avait l'air d'être une femme bien? Elle était merveilleuse.
Elle m'a tout appris, à soigner la sorcellerie, comment maîtriser mon pouvoir, à lire, à compter et à écrire aussi, fis-je très fière de moi. L'écriture et la lecture n'étaient pas chose courante. Tu aimes lire? Je n'ai lu qu'un seul livre dans ma vie, mais j'ai adoré. Viens avec moi. Il me guida jusqu'à une autre vaste pièce du rez-de-chaussée. Elle était remplie de livres et de parchemins. J'étais éblouie. Tu peux les emprunter pour lire dans ta chambre le soir. Mais la lumière, tu auras des chandelles à volonté, n'hésite pas à en demander. Comme il était généreux, il se comportait comme s'il voulait que je me sente vraiment bien. Personne ne m'avait entouré d'autant d'attention, sauf ma grand-mère. Je pris un ouvrage au hasard. Le roman de la Marguerite, fit-il. Excellent choix. Je vais te raccompagner à ta chambre. Confortablement installé en chemise dans le grand lit, je regardais la flambée dans la cheminée. À cette heure-là, j'aurais dû être dans ma cabane dans le noir et le froid. J'évitais de signaler ma présence par des feux la nuit, et le ventre vide ou presque. Là, j'étais à l'abri, au chaud, j'étais propre, je n'avais pas faim pour la première fois depuis, je ne me rappelais plus. Et tout cela, c'était grâce à Thierry. Il était mon ange gardien. Une vague de reconnaissance me submergea. Et il était si beau, ce qui ne gâchait rien. J'avais plus parlé ce soir avec lui qu'avec quiconque dans les 10 dernières années de ma vie. Peut-être pourrait-il devenir mon ami? Ce serait bien d'avoir un ami comme lui. Il était juste s'il avait condamné les meurtriers de ma famille, et il était bon avec moi. À côté de mon lit, il y avait une petite table. On y avait déposé un bougeoir avec une chandelle neuve. Il y en avait 6 en réserve sur le secrétaire. Et j'y avais mis mon livre. Je le pris et m'absorbais dans ma lecture.